Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous allons avec l'aide d'Aude de Queyros. Bonjour Aude. Bonjour. Vous la connaissez, Aude est peintre et graveur, a bien connu Pierre-Yves Trémoy, et nous allons lui rendre hommage de façon assez solitaire, puisque il y a eu un seul petit article dans un grand quotidien, mais j'espérais un dossier dans son magazine du dimanche, mais il n'en a rien été, alors que Pierre-Yves Trémoy est un grand peintre. En tout cas, il a enchanté ma jeunesse et le reste de ma vie. La dernière exposition que j'ai vue, c'était une exposition consacrée à la Passion, au réfectoire des Cordeliers à Paris. Pourquoi cet ostracisme, Aude de Queyros, absolument incroyable? Peut-être il faut parler d'abord du peintre célèbre, et non, et surtout du graveur, il a été célèbre, du graveur célèbre, oui. parce que l'ostracisme n'est venu qu'après 81, C'est ça. 83. C'est ça, oui. Donc parlons peut-être de sa gloire. De cet artiste qui a surgi très très jeune, puisque il décidait déjà comme un dieu avant d'entrer aux Beaux-Arts, que quand il est rentré aux Beaux-Arts, il avait déjà ça dans la main. Il faut penser aux cas qui ne sont pas si exceptionnels que ça, de personnes qui ont, je dirais, le génie de quelque chose. Oui. Et lui avait le génie de la main, Oui. Connecté à l'œil et au cerveau, qui faisait qu'il était capable de passer du cerveau à la main et à la matière une forme D'un trait. Voilà. Alors, c'est disons, son génie. Et je pèse mes mots, c'est-à-dire que le mot génie, d'ailleurs, si vous avez remarqué, ne s'emploie plus du tout. Non, c'est très inégalitaire. Depuis Vous ne comprenez pas. C'est à cause de ça, oui. Mais moi, quand j'ai connu ce mot enfant et adolescente, ou quand on regardait, disons, l'art, on voyait la différence qu'il y avait entre le génie et le maître. Bien sûr, oui. Et je dirais que... Ou l'amateur. Ou l'amateur. Bon. Donc ça, c'était une chose que à peu près tout le monde avait dans l'œil, Oui. et que tout le monde distinguait d'une façon extrêmement naturelle. On entrait dans une salle de musée, et au Louvre ou ailleurs, et immédiatement, on avait l'œil tiré par le génie. Alors, par exemple, on rentrait dans la salle du XVIIe siècle, et immédiatement, on était tiré par Poussin. Poussin qui faisait tâches au milieu de très, très autres grands talents. Donc, on avait cette habitude de voir la différence. Par exemple, un jour, je rentre à La Haye, dans une salle où il y avait des peintres du XVIIe également, et immédiatement, l'œil tiré, mais comme si on était aimanté par le Vermeer. Ben, évidemment. Et tous les autres grands peintres, Vermeer était là. C'était lui qui vous prenait l'œil et qui vous le lâchait plus. Après, il fallait sortir de la salle et revenir le jour suivant et ne pas regarder Vermeer. Mais d'ailleurs, regarder les autres. Tous les musées sont fiers d'avoir l'œuvre géniale. À Cracovie, c'est La Dame à l'Hermine de Vinci. Dans tous les musées, il y a Voilà. Et d'ailleurs, ici s'est passé quelque chose d'assez curieux à Beaubourg il n'y a pas longtemps, c'est que les gens allaient voir la vue en haut de Beaubourg, mais n'entraient pas dans les salles d'exposition. C'est plus alors, prudent. Ils se sont posé la question, on fait mal la publicité, etc. Quelle est l'image que l'on pourrait mettre où on irait à Beaubourg pour voir ça, comme on va au Louvre pour voir et qu'est-ce qu'ils ont choisi? Mona Lisa, etc. Et alors, ils ont commencé à faire ça très sérieusement, c'est-à-dire à voir combien de minutes chacun passait devant un certain nombre de tableaux. Et donc c'était une étude, et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de tableaux, mais il y avait certains qui faisaient que les gens s'arrêtaient. Et alors donc ils ont essayé de choisir une icône parmi ces... Mais il y en a très 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 peu, et les icônes sont tout à fait inattendues. C'était pas du tout,
je dirais, le focus du musée, du musée, et ça gênait beaucoup les conservateurs de mettre... Le problème, c'est qu'ils ne se posent pas de questions. Si, mais bon, disons qu'ils ne veulent pas se rendre à la réalité. Alors, ce qui est absolument étonnant, c'est qu'il est mort dans sa 99e année, en pleine possession de ses moyens. Sa 100e année. Dans sa 100e année, vous avez raison. Et dans la pleine possession de ses moyens, puisqu'il venait de terminer une grande fresque. Oui, et sachez que c'est quand même pas rien, puisque c'est d'un trait d'un seul. C'est-à-dire que, imaginez qu'à 100 ans, il était capable d'avoir cette connexion entre la vision intérieure et la main, qui faisait qu'il traçait sans bavure un trait. Alors, on peut tout de suite parler de l'influence et de son admiration pour la peinture japonaise. Il dit hommage aux Japonais avec un peu d'eau, un peu d'encre, si peu de couleurs, tant d'œuvres immortelles que je jalouse. C'est bien joli. sûr, parce que contrairement à beaucoup d'artistes aujourd'hui, il regarde la création des autres. Oui. Il se déplace pour aller la voir. Vous avez raison. C'est quelque chose. Il aime ça. Bon, alors il faut comprendre aussi que Trémoy est tout à fait conscient. Il a l'humilité de l'artiste, chose qui aujourd'hui aussi, on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire, le mot humilité de l'artiste. Il est extrêmement virtuose, mais il est extrêmement humble parce que immédiatement, il a identifié sa limite dès son début aux Beaux-Arts et après. Il dit, ma limite, c'est le trait, c'est la ligne. Là, j'ai du génie, mais pour le reste... non, par exemple, il disait toujours, mais comme je vous envie d'avoir le sens de la couleur. Bon, il avait cette reconnaissance qu'il n'avait pas cela. Donc, dès le début, il a exploré, il est allé au plus loin de sa limite dans ce qu'il faisait de lui quelque chose d'exceptionnel. Et ça, je trouve ça absolument magnifique. D'ailleurs, c'est la devise qu'il a inscrite sur son épée d'académicien, puisqu'il est devenu académicien très jeune. Et il n'a pas d'ailleurs choisi une épée, il a choisi un sabre de samouraï. Oui. Alors, tout ça ayant du sens, parce que Pierre-Yves Trémoy ne parle pas, il trace. Bon. Et pourtant, il écrit sur beaucoup de ses tableaux où il y a des textes. Oui, absolument. Mais il ne parle pas, il ne veut pas parler. On n'a jamais pu l'avoir à une émission ou déteste ça. Oui. Il a extrêmement peur de ça. Oui. Donc, il trouve qu'il sait faire ça. Il le fait jusqu'à l'extrême. Mais alors, pourquoi le sabre ? Tout est dit. Pourquoi inscrire cette phrase sur le sabre ? C'est que dans l'affaire du trait, il y a cette connexion, n'est-ce pas, de la vue intérieure, qui s'allie à la vue extérieure et qui passe par le cerveau, etc. Mais il y a le geste pour le faire. Vous ne pouvez pas faire un trait magnifique qui comment on dit, a un sens spirituel, quelque chose qui sort de l'intérieur, qui exprime l'invisible, si il n'y a pas la magnificence du geste. Et donc, et puis dessiner est un combat avec un instrument. Alors, on l'appelle dessinateur, mais c'est pas un dessinateur, c'est tout autre chose. Sûr, oui. C'est un buriniste d'abord. Oui, oui. Le burin d'ailleurs, il dit, le burin m'a appris la simplicité, et la simplicité est terrible. Voilà. Terrible, parce qu'on ne peut pas se tromper. Et c'est là... Rappelons pour ceux qui ne seraient pas spécialistes de la gravure ce que c'est qu'un burin, Aude, puisque c'est votre... disons que dans la gravure, je dirais l'art le plus difficile, le plus simple, où vous n'avez besoin que d'une plaque de cuivre, que d'un burin, point final, et donc vous avez la matière qui est magnifique, mais que vous creusez, mais vous entrez profondément dans la matière. Et le trait, c'est un trait qui s'inscrit. Et après, c'est l'encre qui va être mise dessus, et on verra tout le plein et le délié du trait. Mais donc, il faut de la force, il faut de la précision, et vous avez donc le geste qui va...
Or, c'est un geste unique, il n'y a pas de repentir. Hein, quand on fait autrement de la gravure, de la pointe sèche, de la gravure avec des acides, etc., on peut corriger. Oui, mais là, non. Oui. C'est donc un trait et puis c'est fini. Oui. Et donc ça, peu de gens le font bien. Oui. Peu de gens ont cette force. C'est aussi un contact avec la matière très, très fort. C'est le moment. Il y a une incarnation qui se fait à ce moment-là. C'est le moment d'évoquer son ami Mathieu. Oui, c'est vrai, parce que... Qui a dit salut à Pierre-Yves Trémois qui participera à la Renaissance qui se prépare parce que la jeunesse de demain traversera dans son œuvre, trouvera dans son œuvre de nouvelles raisons d'espérer. Oui. Alors, ils étaient très amis, donc 2 académiciens, oui. Et aussi différents et semblables d'ailleurs, puisque Pierre-Yves était un graveur, enfin, il a été autre chose aussi, on parlera du reste de l'œuvre après. Il a été sculpteur, il a été peintre. Mais toujours avec cette question du trait, parce qu'il il disait mon génie c'est ma limite. Voilà. Bon. Et disons que Mathieu était abstrait, oui. Pierre-Yves était figuratif. Oui. Aucun problème entre les 2 hommes. Non. Pour dire qu'il n'y a pas de problème entre l'abstraction et la figuration. Et ils avaient une sensibilité commune, et c'est en ça aussi qu'il y avait une profonde communication, c'est que Mathieu aussi avait cette passion du geste et du trait. Bien sûr. Et avec le moins de choses possible, et dans l'immédiat, parce qu'il y a l'immédiateté du trait, ça, on ne revient pas dessus. Et il faut... vous savez, c'est comme la peinture, il y a une analogie qu'on peut faire, et où on voit la dimension spirituelle à la fois de ce que faisait Mathieu et à la fois de ce que faisait Trémois. C'est-à-dire, on sort de l'intérieur quelque chose qui est d'ordre spirituel, comme les peintres chinois, n'est-ce pas, considérer que l'important, la beauté, sortait de l'unique coup de pinceau. C'est-à-dire qu'en un unique coup de pinceau, ils avaient exprimé le nuage, ils avaient exprimé la montagne, la fleur, etc. Le fleuve. Et que pour ça, il fallait une immense concentration. Il fallait se retirer du monde, il fallait l'avoir contemplé pour pouvoir le faire. Donc il y a la contemplation, l'image intérieure qui se crée et la sortie de l'image par la main d'une façon fulgurante. Voilà. Ça, c'était les choses qui allient ces 2 hommes et qui les placent l'un et l'autre, comme la peinture chinoise, dans le domaine de l'universel. Parce que, d'une certaine façon, d'un bout du monde à l'autre, on peut comprendre. Tout le monde peut entrer dans ces... Alors, on va voir les thèmes de son œuvre. Avant, je voudrais qu'on évoque ses maîtres, comme il les appelle. C'est l'art de la préhistoire, et évidemment, la main sur les grottes de Lascaux, c'est lui. Pisanello, Dürer et Picasso. Et tels sont ses maîtres. Mais si vous remarquez, et si vous connaissez un peu la gravure ou la peinture au trait, vous remarquerez une chose, c'est que Trémois a un style unique, immédiatement reconnaissable, et qui n'a pas de semblable dans l'histoire de la gravure, ni dans l'histoire de la peinture d'ailleurs. Et c'est ça qui est si extraordinaire, parce que voilà un homme qui a créé une œuvre totalement originale, que l'on distingue de Lascaux à nos jours, on distingue Trémois, enfin dans cet art du trait, et que il est intemporel en ce sens, et qu'aujourd'hui on l'est simplement considéré comme un virtuose, décorateur, enfin voilà, faisant de la déco. Bon. C'est la façon dont on l'a, classé. Après 81. On l'a classé pour l'évincer. Nous reviendrons à ce classement qui est très intéressant à comprendre la nature de cette chose.
Alors, approchons-nous de cette œuvre. La première chose sur laquelle je voudrais insister, ce sont tous ces tableaux représentant l'amour, évoquant l'amour, qui, évidemment, quand on a 20 ans, vous attire et vous comble. Et parlez-nous de ces corps qui s'enlacent et de ces très étranges figures qu'il y a sur le côté. Filaments. Filaments, oui, filaments. Alors, tout le début de la carrière de Trémoy, c'est la gravure au burin. Et à l'époque, encore dans les années 50, il y avait un immense goût pour la bibliophilie. Et donc, on a fait des centaines de livres qui ont été illustrés par des grands graveurs. Et Trémoy en a illustré un certain nombre. Donc, Nietzsche, Mallarmé, Monterland, Peggy, Dürer, Diono. Et donc, excusez du peu. Dans ce... Jean Rostand, Dunoyer de Segonzac, Paul Vialard. Et il a créé à ce moment-là tout un monde d'images qui sont une contrepartie du texte. Ça n'est pas la même chose. L'image n'est pas jamais la même chose que le texte. Il invente sa propre histoire. C'est une image qui est une résonance du texte, pas plus. Ce n'est pas, comme le croient les gens, une illustration, une copie du texte. Jamais. Les illustrateurs n'ont jamais eu cette idée. C'est comme ça qu'on les voit maintenant. Et donc, on a vu apparaître une iconographie absolument extraordinaire. Et vous évoquez celle du couple. Et c'était à une époque aussi où on découvrait l'ADN, où on commençait à étudier les cellules, la façon, on voyait visiblement les spermatozoïdes, l'ovule, on voyait les molécules, il y avait des photos qui apparaissaient. Tout ça apparaissait dans les années 50. Au même moment où il avait ces illustrations sur des textes, et donc il a entré dans ces illustrations des représentations scientifiques, représentations scientifiques, mais sous sa main, ça devenait des formes magnifiques, ça devenait une poésie cosmique, ça devenait l'infiniment petit et l'infiniment grand, et tout ça en se passant dans l'enlacement des amants. D'un côté, il y a les amants, et de l'autre côté, je dirais le couple, parce que le mot amant a une autre signification. Le couple, et puis de l'autre côté, il y a les cellules qui se rapprochent. C'est quand même une idée extraordinaire. Et j'ai envie de dire, c'est une idée qui est d'une actualité extraordinaire. Là, on n'est pas dans l'éprouvettes, on n'est pas dans l'éprouvettes, on n'est pas dans l'union de deux sexes, on est dans l'évocation du couple de toute éternité. Elle était l'actualité même. Elle était l'actualité même. Mais elle est toujours l'actualité. Les photos c'est les autres qui sont inactuelles. Voilà, donc il y avait aussi beaucoup... L'enlacement des amants était... il leur superposait les spirales de l'ADN. De l'ADN, voilà, exactement. Et donc, il y avait toute une résonance poétique absolument magnifique. Et alors, il faut dire que toutes ces illustrations sont des images, des gravures qui ont énormément circulé et qui ont eu un immense... Il y avait des posters de Trémoy, de ces couples absolument partout. J'en avais une à la maison. Et donc, ça a eu un succès populaire, mais allant de la personne la plus, innocente dans le domaine de l'art à l'homme le plus cultivé. Mais parce et on pouvait, à l'époque, collectionner des gravures qui avaient un prix tout à fait possible. Donc, en plus, elles étaient abordables. Et donc, tout le monde pouvait avoir une gravure de Trémoy chez ça. Bon, c'est une autre époque que la nôtre. L'estampe est devenue un produit dérivé, qui n'est même pas fait avec la main, c'est imprimé, imprimé. C'est d'abord une photo, ensuite imprimé, etc. Et un nombre d'exemplaires invraisemblables. C'est un objet financier, maintenant. En fait, c'est des billets. C'est des billets, C'est des billets, oui, absolument. Et donc là, c'était une époque magnifique de la gravure. Et là, peut-être un des derniers phénomènes, et Mathieu aussi participe à
phénomène d'artistes contemporains des gens qui avaient un public, un succès d'amour, en fait, qu'on n'imagine absolument pas aujourd'hui. Aujourd'hui, les Français ne connaissent pas un nom d'artiste français, disons connu, pour lesquels ils aient un pincement d'amour. Ça n'existe tout simplement pas. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites. Alors, il ne faut pas rester naïf. Là, il y a une certaine dérive vers l'érotique. L'érotique lourd. Écoutez, dérive, est-ce qu'on peut parler de dérive étant donné non, mais je veux prévenir les auditeurs, parce que certains réagissent... Il y avait aussi une autre conception de l'art. C'est que l'art, à partir du moment où il était beau, il devenait chaste. Et ça, c'est une idée de la Renaissance. C'est très joli. C'est-à-dire qu'au fond, à la Renaissance, on a vu beaucoup de nus magnifiques, d'un érotisme très... bien sûr. Je veux dire, la preuve, c'est qu'on les regarde encore avec... Comme disait Simone Weil, on a... La philosophe. On se délecte sans être... sans vouloir le posséder. C'est-à-dire que c'est une pure délectation. On n'est pas drogué de ça, on n'est pas possédé par la chose. Et c'est pur dans ce sens-là. Voilà. Mais c'est tellement pur qu'il y a un tableau que je vais montrer dont un ami, Jean-Paul Martin, qui est comment dit-on, spécialiste de livres de bibliophilie, m'a fait, c'est une photo et on voit une femme allongée en train d'accoucher, donc on ne voit juste que les deux jambes, les reliefs de ses seins, l'homme derrière, et dans l'encadrement de ses jambes, un œuf. Un œuf énorme qui tient la place de la moitié du tableau, et à l'intérieur de cet œuf, l'enfant. Et c'est pour moi un tableau magnifique. Et c'est un tableau qui me paraît tellement nécessaire aujourd'hui pour répondre à beaucoup de folie c'est une invitation aux femmes à comprendre ce miracle dont elles sont c'est un peu le sujet d'une des dernières œuvres de... Il n'a pas eu d'enfant? Non. D'une des dernières œuvres de Trémois, qui est, alors on parlera peut-être de ça tout à l'heure, qui sont deux séries monumentales pour tapisser ce qu'il voulait une chapelle. Voilà, donc on en parlera peut-être comme l'œuvre finale. Tout de suite, parlons de. Il a illustré donc la Passion de façon magnifique. Alors parlons tout de suite de ces deux œuvres qui sont des œuvres de la fin de sa vie. Oui. Alors. Il faut voir que donc il y a trois expressions dans la création de Trémois: le burin, la gravure, mais aussi la sculpture. Alors ça, c'est très mystérieux. Comment un être qui s'exprime entièrement par le trait peut-il avoir aussi cette notion de la forme pleine qu'est la sculpture? Et il a toute une œuvre sculptée. Et notamment des couples enlacés absolument somptueux. Absolument somptueux. Et ça m'a toujours questionné, parce qu'en général, les sculpteurs ont du mal à peindre, ou même parfois à dessiner, encore que la sculpture et le dessin vont bien ensemble. Il y a toujours quelque chose de préparatoire pour la sculpture, c'est le dessin. Mais là, ce passage du trait au volume, c'est quelque chose de stupéfiant. Donc son génie n'est pas que le trait, c'est aussi la forme pleine. Je pense qu'à force d'avoir maîtrisé la plénitude du trait, et je dirais la stylisation de la réalité qu'il voit... Elle s'impose à lui. Voilà. C'est ce qui est frappant, en ça, il n'est pas un artiste, comme on le classe, académique. C'est absolument rien à voir avec l'académisme. Il est capable de créer un style
Et ce style part de l'observation de ce qu'il voit, de l'assimilation, de la mendication presque de ça, pour sortir quelque chose qui est une forme pleine ou un trait magnifique, tout ayant du style, parce que c'est un immense travail de synthèse. Ces animaux sont absolument prodigieux. Donc, il avait une admiration pour Dürer. Dürer, il y a eu une exposition à l'Hôtel de la Monnaie, je crois, des animaux de Dürer qui étaient somptueuses. Il a des animaux qui sont d'une présence, des singes, des rhinocéros, des oiseaux. Ce ne sont pas des concepts. Ce pas des concepts. Alors, il signifie. Alors, dans son œuvre, tout signifie. Tout signifie quelque chose. Mais ce n'est jamais un concept. Il faut comprendre la différence entre le sens qui se dégage d'une forme aboutie, accomplie, et un concept. Il n'y a pas de concept dans l'œuvre de... Et c'est d'ailleurs ça qui lui est reproché. Plusieurs choses lui sont reprochées. On lui reproche le fait de cette forme accomplie. On lui reproche la beauté des formes, on lui reproche la beauté de l'œuvre. Oui, la beauté n'est plus du tout à la mode. C'est pas une question de mode, c'est beaucoup plus grave que ça. Oui, la beauté, c'est ironique. La beauté est condamnée. Elle est condamnée. Et puis, à force d'être condamnée pour des raisons que je n'entrerai pas dans le détail, qui sont liées à l'idéologie politique qui dure encore et qui s'enracine dès le début du XXe siècle. Bon, c'est une longue histoire. Mais elle est plus comprise aujourd'hui. Parce que pour regarder la beauté, il faut une attitude que l'on n'a plus, qui est l'attitude de la contemplation. C'est-à-dire une beauté, c'est mystérieux, ça n'est pas immédiatement visible. Alors, je serais moins sceptique que vous, parce que la beauté s'impose absolument partout. On ne doit plus dire que la beauté s'impose, mais elle est là. Elle est éternelle et elle a de l'effet sur les hommes et les femmes et les enfants instinctivement. Vous avez raison, instinctivement. C'est anthropologique. Je veux dire, tout le reste est bavardage de critiques, de journaux bestiaux. Vous avez un phénomène quand même qui est grave, c'est que c'est l'attitude pour voir la beauté qui a été dégradée. Absolument, il n'y a plus la capacité d'admiration. La contemplation, l'admiration. Et aussi cette possibilité d'être seul devant l'œuvre et d'y correspondre ou non. Non, puis tout simplement, on va dire l'éducation, la proximité avec les œuvres d'art. Nous avons été élevés en un temps où on nous amenait au musée, on avait dans nos livres La Gare des Michards, un grand peintre toutes les 2 pages. C'est terminé maintenant. On illustrait l'histoire par la peinture. Alors vous allez me dire, il y a Internet, vous pouvez aller dans tous les musées du monde en allant sur Internet. Mais si vous faites ça à 20 ans et que vous n'avez pas eu cette initiation aux couleurs et aux formes dès l'enfance, vous ne savez plus, il y a trop de choses. Alors, évidemment, aujourd'hui, vous avez la révolution technologique permet quelque chose qui avait disparu pendant un certain temps, c'est d'être seul devant son écran, sans être influencé par c'est pas bien, vous ne devez pas. Oui, c'est ça. Un contact immédiat. Dès que vous aviez quelque chose de beau, vous aviez quelqu'un qui vous dit mais c'est de la déco. Ça, c'était la formule, je dirais, de matraquage, à la fois aux Beaux-Arts quand on vous enseignait l'art, à la fois dans les journaux, dans les critiques d'art. Donc, il n'y a plus... Et la beauté reléguée dans le rayon de la déco. C'est incroyable, ça. Ou de la mode. Et vous n'avez plus le surveillant qui vous matraque. Qui vous tacle. Donc, vous êtes seul devant l'écran et puis vous voyez des œuvres. Et vous dites, tiens, j'aime ça. Bon, vous êtes seul. Personne ne vous empêchera. Vous avez raison. Et alors là, il y a une révolution silencieuse qui se produit. Vous avez raison. Que j'observe avec beaucoup d'intérêt. Et de joie. Parce que j'ai quand même observé dans les années 70-80... Non, pas dans les années 70-80, ça allait encore. Je dirais 90 et 2000. Un artiste, un peintre, quand il faisait une exposition, je parle de bons artistes, et beaucoup m'ont fait cette réflexion,
le regard des gens a disparu. C'est-à-dire, ils rentrent dans la galerie, alors évidemment, c'est pour rencontrer les amis, etc., mais ils ne regardent plus. Ils n'ont pas cet appétit qui dit « Ah, mais j'ai envie de voir, peut-être que je vais trouver quelque chose qui me plaît, etc. » Non, pas du tout. Le regard est absent. L'art n'accroche plus. Je crois qu'on leur a pas appris à voir. Il y a tout le matraquage idéologique, et puis il y a le temps intérieur qu'il faut donner. Oui. Vous savez, c'est pas passif le regard. Non. Et donc, voir une œuvre est un être vivant, enfin une œuvre accomplie d'un bon niveau, est un être vivant, et il se crée une relation de personne à personne entre l'œuvre et la personne. Bon. Voilà, s'il n'y a plus cette... comme vous dites, cette culture, parce qu'on voit des images passer trop vite, parce qu'il y a parce qu'on est maintenant on est matraqué d'images et de publicité, il faut bien dire. On n'a pas le temps. Et dont la moitié sont on ne regarde plus la nature, ou moins. Bon, mais comme c'est anthropologique, la beauté, enfin le désir de la beauté est anthropologique, elle est liée à la vie. C'est-à-dire qu'au fond, c'est ce qui vous rend le monde désirable. Si vous perdez le désir, bien, vous êtes en danger d'abord. C'est ce qui se passe. Je pense que c'est un des dangers d'aujourd'hui. Voilà. Et il y a toute cette mise en... Qu'on puisse, par exemple, imaginer la loi qui est mise dans un ensemble de lois qui passe au Sénat à la fin du mois et qui va revenir à l'Assemblée nationale. Vous avez quand même... Laquelle Quelle loi? Sur la manipulation de la procréation. Ah oui, bien sûr. La manipulation de l'ADN. De l'ADN. Les hommes se prennent pour Dieu. Voilà. Et vous voyez, l'ADN, il est dans les œuvres. Il est là. Oui. C'est pour ça que cette œuvre on devrait la donner à tous les élèves. Absolument. Mais si vous voulez, là, je dirais que le Parlement puisse intervenir sur une question de cet ordre-là, de la manipulation de l'être humain. C'est du domaine du totalitarisme. Absolument. Point final. Absolument, et dans cette loi, ils ont mis une loi comme quoi on pouvait avorter d'un bébé qui a 8 mois. Oui. 9 mois même, oui. Dans le 9e mois. Dans le 9e mois, C'est-à-dire qu'en fait, on tue un être qui sent, qui ressent, qui a déjà toute une mémoire. Mais comment une civilisation, le jour où on a voté cette loi, on peut dire que l'Occident n'existe plus comme civilisation. C'est-à-dire qu'il s'est produit quelque chose de formidable. Et bon, revenons à Trémois, il a représenté dans quelque chose qui est une peinture. Et qui représente très souvent le bébé dans son œuvre. Ça revient très souvent. Absolument. Qui est le fruit, qui est une sorte de fruit de l'enlacement. Absolument. Donc on voit tout ça. Donc il a fait de la sculpture, il a fait une sculpture assez... Il y a une sculpture au RER du Châtelet. Absolument. Il faut que j'y aille. Ça, c'est le petit miracle, puisqu'il a été banni de toutes les commandes. Et elle s'appelle l'énergie. Oui, c'est un petit miracle, l'exception, parce qu'à partir des années 80, il a été banni des collections publiques. Oui. Alors, il a eu envie... il n'y a pas très longtemps, donc vous voyez, pas très loin de sa 100e année, de faire une chapelle. Et cette chapelle, il savait bien que personne ne lui commanderait une chapelle qui représenterait la Genèse, telle que lui la voyait, etc. Même pas en rêve. Donc il ne s'est même pas donné le mal, il a parlé à ses amis en disant « Oh, ben, j'aimerais bien, mais bon ». Et il a acheté... un rouleau de 90 cm de haut, et puis plusieurs rouleaux qui pouvaient se coller, qui font, disons, un déroulement de 100 mètres, non, de 23 mètres. Et il y avait une coupole, et il y avait les deux bas-côtés. Où est-elle, cette chapelle? Alors, il a commencé à faire ça, et quand il a eu fini, eh bien, il l'a enroulé, et il l'a mis au grenier. Ah oui. Parce que aujourd'hui, une œuvre de ce genre,
en France, je parle de la France parce que la France est un cas particulier dans ce domaine, c'est inimaginable d'avoir une commande d'un art, je dirais, virtuose, figuratif, ayant un sens. N'est-ce pas? Ça, c'est impensable. Vous avez écrit un très beau livre qui s'appelle sur l'art sacré. L'art caché. L'art caché et l'art sacré qui n'est donné qu'à certaines personnes et pas à d'autres. Non, disons que pendant beaucoup d'années, et c'est encore le cas, l'État ne paye ne commande que ce qui est conceptuel. Oui, il y a des fonctionnaires de l'art. Et déconstructifs par rapport, je dirais, au sens des choses. C'est la règle. Bon. Mais revenons à Mathieu. Donc, Mathieu Trémoy, puisque Trémoy, sachant tout ça, s'est dit, je ne vais pas me fatiguer, et il a réenroulé sa chapelle. Donc la chapelle était au grenier. Et elle a été quand même exposée, puisque nous l'avons vue, au réfectoire des Cordeliers. Voilà. Et puis, mais tout ça, c'est dans un cadre privé, c'est la faculté de médecine, où il a... c'est intéressant d'ailleurs que ce soit la faculté de médecine qui l'invite, c'est signifiant. Et c'est toujours la faculté de médecine qui l'expose dans ce très bel endroit. Et disons, il a le soutien d'amateurs qui ont permis ces expositions. Mais c'est ça le vrai mécène. Voilà, ce sont des gens qui aiment et qui se débattent pour exposer l'œuvre. Vous ne pouvez pas imaginer une telle exposition des deux chapelles, puisqu'il en a fait deux, ni à Beaubourg, mais même pas en rêve, ni au Bernardin, même pas en rêve. Alors que les deux gagneraient à ce que leur lieu soit fréquenté, et ils feraient venir du monde s'ils mettaient Trémoy, à notre avis. Peut-être, mais bon. Sûrement. On prend le pari. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Que voyait-on sur cette fresque? Il faut dire que tout vient de sa vision intérieure de la Genèse. Il n'y a pas d'autre... il y a le texte de la Genèse. Oui. Et on voit dans la partie qui est l'abside, l'enfant surgir du vagin de la mère. Oui. Et c'est une explosion de vie. Oui. Et alors on voit tout ce que signifie... il y a la main du Créateur, l'arrivée de la vie sur Terre. L'arrivée de la vie sur Terre. Là, on a tout le festival des formes, des ADN. C'est cosmique, c'est une danse joyeuse de la vie. Et donc, il va avoir envie, quelque temps après, de faire quelque chose qui est très mystérieux, parce que la vie, elle naît, le monde naît, l'homme naît, et il devient créateur lui-même, et puis il faut bien mourir. Et pour lui, l'heure approche. Il me disait, j'essaye en faisant cette œuvre, au pinceau, pas au burin, au pinceau sur ces rouleaux. Oui. Alors là aussi, le trait de pinceau. Le trait de pinceau de la peinture, c'est jeter. Oui. Le trait de burin, c'est ramener. Oui. C'est pas le même geste, mais il a la même virtuosité pour ça et pour ça. Et il va donc rentrer dans ce problème de la passion, de la douleur, de la compassion, puisque Marie est là, extrêmement présente, et elle accompagne tout ce chemin de croix, puisqu'il va faire les 14 stations du chemin de croix, et la crucifixion, et tout le processus. Et là, c'est vraiment pour lui une méditation pour se préparer à la mort. Et c'est aussi la suite naturelle, c'est la nature, c'est le cosmos qui est comme ça. Il y a la vie, il y a cette explosion du bébé qui sort du ventre de sa mère, et puis vous avez la mort. Et alors, ce
qui est absolument... c'était pour lui aussi quelque chose de nouveau, puisque d'une certaine façon, il avait beaucoup exploré toute l'esthétique de l'harmonie avec la vie. Et là, il fallait explorer l'expertise de la douleur. Hein, parce que tout grand artiste a un sens du tragique. Il ne peut pas ne pas... Et c'est pour ça que ce n'est pas de la déco, malgré cette formule. La beauté implique aussi la souffrance, la mort, en même temps que la naissance. Donc, aucun artiste ne peut échapper au tragique quand il est un artiste figuratif. De toute façon, aucun homme ne peut échapper au tragique. Exactement. Donc là, nous sommes en plein tragique. Oui. Et ce qui était fascinant dans sa façon de travailler, c'est que, avoir mal, c'est pas quelque chose... on ne retient pas forcément dans l'œil les expressions de la douleur. Donc il demandait au modèle, pour pouvoir préparer son travail, pour pouvoir contempler la douleur, il lui faisait prendre les positions d'étirement, d'écartèlement sur la croix. Il faisait prendre au modèle toutes les tensions des nerfs, des artères du corps qu'on pouvait voir. On voit le pied crucifié et on voit les nerfs de la jambe. Et parce que lui, il s'exprime fondamentalement par le trait, ce n'est que par ce biais du nerf, de la tension, qu'il pouvait exprimer la douleur. Donc, il a véritablement exploré tout ce que le corps trahit quand il a mal. C'est un immense travail. Et donc, quand on regarde cette série des 14 stations, c'est à la fois douloureux, mais c'est à la fois d'une immense beauté. Et vous savez, c'était ça la fonction de l'art. Disons, quand on parlait d'art et qu'on ne parle pas d'art contemporain, l'art contemporain, c'est la critique, c'est la dénonciation, etc. C'est la déconstruction. Mais dans l'art, le fond des choses, c'est de pouvoir voir, y compris la douleur, la souffrance et la mort, en face, sans tourner les yeux. Et c'est voir cette mort en face, cette douleur en face, sans tourner les yeux, ça nous rend courageux pour l'affronter. Et pour voir aussi qu'il y a un au-delà, et que malgré tout, la beauté, elle est là, elle survit, elle ressuscite. Donc, quand on a fait ce travail, on a fait l'accomplissement du cycle de la vie. Et d'ailleurs, la résurrection, que dans beaucoup de tableaux de toutes les époques, on a montré la résurrection du Christ, et en fait, la fin du cycle, c'est pas la mort sur la croix, c'est la résurrection. C'est la résurrection, c'est la fin du cycle de la vie. Et donc voilà comment, je dirais, dans ses 99 ans et sa 100e année, il a véritablement, je dirais, fait ce qu'on appelle un œuvre. Parce que vous savez, une œuvre, c'est-à-dire un tableau, c'est une œuvre, mais l'œuvre de la vie d'un artiste, toute l'œuvre d'un artiste se dit un œuvre. Et donc, on peut dire véritablement que c'est le modèle de l'œuvre, d'un œuvre. Aude, on vous écouterait des heures. Ce que vous avez dit sur ce pouvoir de l'art est magnifique. J'invite nos téléspectateurs à aller sur le blog d'Aude de Queyros et à... Non, j'ai pas de blog, j'ai un site, mais c'est pas mon site qu'il faut aller voir. Il faut aller voir le site de Trémois. Et le site de Trémois, bien sûr, je le dis aussi. Et il faut aller voir le site de Trémois et surtout lire vos livres qui expliquent bien. Oui, parce que j'ai écrit sur l'art caché, vous le savez bien. Oui. Et Trémois, et avec Mathieu d'ailleurs, sont, je dirais, assez emblématiques de la première génération de l'art caché. Parce que dans la deuxième moitié du XXe siècle, on peut dire qu'il y a eu un phénomène qui s'est produit, qui a beaucoup de raisons que je n'expliquerai pas ici, qui est que l'art, au sens original du terme, non pas l'art contemporain, mais l'art a été caché. Et il a été caché. Et il y a 3 générations d'artistes cachés. Alors, il y a la génération de ceux qui ont été célèbres et qui ont été ensuite cachés. Et Trémois
et Mathieu font partie de cette catégorie. Font partie de cette catégorie, et bien d'autres. Bon, c'est une histoire absolument passionnante. Et après, vous avez encore 2 générations qui sont extrêmement cachées parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'être célèbres. Ou ils l'ont été un peu dans les années 80, et ensuite le coup près est tombé, et aujourd'hui, ils sont cachés. Beaucoup sont cachés en France, beaucoup d'artistes français sont cachés en France, mais très connus dans d'autres pays. C'est le paradoxe du système français actuel. Bien sûr. Merci beaucoup, Aude de Queyros, encore une fois, de cette invitation à admirer Pierre-Yves Trémoy. Chers amis de TV Liberté, à très vite, Aude. Ce micro est le vôtre quand vous voulez chanter les merveilles d'un artiste. Et à très bientôt, chers auditeurs. Au revoir, Aude. Au revoir.